Voilà. Bon, très heureux d'être là. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Olivier Dauvert. Je suis pur-pané d'origine. Donc, pur-pan, ça parle peut-être à certains. Je le revendique. Voilà. Donc, j'ai pas appris grand-chose, mais du bon sens, beaucoup. Voilà. Ça vaut pas l'agro de Montpellier. Où vous n'avez pas payé vos études, alors que nous, on a eu de la qualité en face. Eh oui, excusez-moi, c'était une plaisanterie. Endetté sur au moins 15 générations chez les Dauvert pour payer ça. Bon, plus sérieusement, je voudrais vous amener dans ce rayon et vous faire partager quelques enjeux et quelques perspectives sur le marché du vin. Parce qu'effectivement, et j'ai bien apprécié l'idée que vous avez un censeur qui est le marché. Bon, c'est déjà la première partie de la solution. C'est d'accepter que le marché a raison. Parce que Dieu sait que j'entends souvent... non, mais le marché, il ne fait pas comme il faut, les consos, ils font pas ce qu'il faut. Non, et nous, on a la science infuse. Non, le marché, il a par principe raison. Vous êtes des acteurs économiques. Alors évidemment, quand on est dans le vin, quand on est dans l'agriculture au sens plus large, on a autre chose qu'une simple activité économique. On peut même envisager qu'on a une responsabilité territoriale. Je l'entends tout à fait. Mais au final, ce qui vous permettra de vivre ou d'en vivre, c'est pas parce qu'on aura fait de vous des fonctionnaires territoriaux, c'est parce qu'on aura fait de vous des acteurs économiques avec un marché qui est solvable et qui vous apporte un peu plus que ce que vous avez mis en œuvre pour produire. Voilà, ça s'appelle la rentabilité, ce qui n'est pas un vilain mot. Bon, je sais que c'est un mot que vous avez perdu là depuis un an dans votre vocabulaire, j'ai bien compris. Vous me direz combien je vous dois après du coup. Non, par rapport aux 224 000. Bon. Mais j'ai bien noté qu'il y avait 12 millions. Il l'a redit quand même 3 fois. C'est qu'a priori, il n'avait qu'une trouille, c'est qu'il y en a qui s'inquiètent. Mais a priori, là, je pense que c'est bon, ils l'ont. Du coup, ça fait même 4 fois. Bon, quelques mots de présentation au-delà de ça. Donc, j'ai une petite boîte d'édition aujourd'hui qui s'appelle Édition Dauvert. On est tous associés, on est 4 et on est tous un GAGRI de formation. Donc, on fait des ouvrages sur le commerce, la conso, l'évolution de l'un, l'évolution de l'autre. On fait des études sur le prix, sur la promo, sur le drive. On a des magazines d'éveil sur le thème du commerce et de la conso. Et puis, j'ai une activité en libre accès digital, donc vous pouvez y aller, ça ne me rapporte rien, c'est totalement open. Il y a une communauté d'à peu près 120 000 personnes, que ce soit mon blog, mes fils Twitter, LinkedIn ou autre. Et mon blog s'appelle, en toute immodestie, mais c'est plus facile de le faire partager comme ça, olivierdauvert.fr. 3 autres petites casquettes auxquelles je tiens et qui, vous allez voir, sont quand même assez en cohérence. La première, je dirige le think tank agroalimentaire des Échos, le journal économique, le quotidien économique, depuis 9 ans désormais. Un think tank, c'est un groupe de gens très intelligents, en tous les cas beaucoup plus que celui qui les dirige, parce que sinon il n'accepterait pas d'être dirigé par lui, c'est un peu le principe des groupes. Hein. Voilà, en général on met le plus con à la tête, enfin là je parle de moi, hein, attention, hein, je parle de mon think tank. J'ai eu peur. Mais bien sûr. Bon, c'est pour détendre l'atmosphère. Écoutez, si je ne suis pas à la hauteur de ma réputation, ça ne va pas non plus. Bon, voilà. Donc, première casquette, c'est là, on bosse sur des sujets comme l'origine, comme l'éducation à l'alimentation, que sais-je encore. Première casquette. Deuxième casquette, je suis administrateur, moi aussi, d'une coopérative. Eh oui, monsieur. Voilà. Je suis administrateur de C'est qui le patron. Je pense que vous connaissez au moins la marque. Voilà. Parce que ça me passionne l'idée de comprendre et d'agir, évidemment, sur comment on peut faire en sorte que le consommateur soit la solution des problèmes agricoles. Parce que la solution des problèmes agricoles, ce n'est pas le politique, ce n'est pas le distributeur, ce n'est pas la cave coopérative, ce n'est pas le négociant. Eux, c'est des passeurs de celui qui a la solution ultime, qui s'appelle le consommateur. Et si vous n'obtenez pas du consommateur le prix qui est rémunérateur pour ce que vous faites, ça ne sert à rien d'activer les leviers intermédiaires, parce que ça ne dure pas. C'est-à-dire que vous allez avoir un plan de sauvegarde, des distributeurs qui vont s'engager la main sur le cœur en disant « je l'achète à tel prix ». Ok, mais ça ne dure pas dans le temps. Ce qui dure dans le temps, ce sont les mécanismes économiques basés sur la consommation. Et c'est qui le patron est super intéressant là-dessus, parce qu'on a quand même réussi l'exploit de vendre du lait 30% plus cher, qui est en gros le même lait. Hein. On va appeler un chat un chat. Il n'y a pas beaucoup de différence. Sauf que dedans, il y a une valeur sociale que le consommateur comprend. En gros, ça file la banane à des paysans qui étaient malheureux. Je la fais courte, mais c'est ça. Et donc, c'est très intéressant de voir qu'on peut arriver à choper de la valeur sur le consommateur. Et puis enfin, dernière casquette, je suis Monsieur Conso de RTL, où tous les matins, de 9h à 9h15, j'officie avec Julien Courbet pour tenter d'expliquer la consommation, on va dire, à la ménagère. Je caricature un peu en disant ça, mais voilà. Et donc ça, c'est tous les matins à 9h en direct. Et ce matin, j'étais au téléphone, évidemment, puisque j'étais chez vous. On va démarrer en piquant un peu, parce que ce n'est pas la peine de vous raconter des choses qui seraient fausses.
vous êtes dans la merde. Voilà. Je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour vous le dire, mais on va quand même repartir de là, non pas pour vous maintenir dans cette merde-là, mais pour que vous compreniez pourquoi vous y êtes, pour que vous compreniez comment certains y sont moins que d'autres, et de fait, qu'est-ce qu'il y a comme enseignement à tirer de ce qui marche. Parce que quand je dis vous êtes dans la merde, il y en a qui ont les pieds et la tête, et d'autres qui ont beaucoup moins. Et ça mérite quand même d'être compris. Ce qu'il faut déjà commencer par accepter, et c'est pas facile à accepter, c'est que vous êtes un produit comme un autre. Voilà. Alors ça, moi qui suis agri, je sais bien, hein, j'ai pas fait toutes les spécialisations vini, œno, tout ce que vous voulez, mais j'ai quand même un peu compris, non, mais nous, le vin, c'est pas pareil. Si, le vin, c'est pareil. Voilà. Et en plus, vous avez comme inconvénient, vous n'êtes pas un produit indispensable. Alors je ne dis pas que c'est mon avis, je dis que c'est la réalité biologique des choses. On peut très bien vivre sans boire de vin. On a plus de mal à vivre sans bouffer des fruits, des légumes, des pâtes, du pain, de la viande, du poisson. Ça, je ne dis pas que c'est impossible, mais on a plus de mal. Vous, c'est tout à fait possible. Donc oui, vous êtes un produit comme un autre, et vous avez besoin d'accepter l'idée de comprendre quels sont les ressorts de la consommation en général, parce que vous allez voir, ce sont les mêmes qui s'appliquent à votre filière. Et donc, cette idée-là, il faut vraiment que vous l'entendiez comme le point de départ. Tant que vous n'acceptez pas l'idée que vous êtes un produit comme un autre, et que vous, non, d'accord, oui, mais nous, c'est différent, vous n'allez pas dans la bonne direction. Voilà. Alors, ce n'est pas facile à entendre, mais il faut quand même commencer par ça. Je vais vous donner quelques chiffres négatifs. Et après, je vais vous donner quelques chiffres positifs. Mais on va quand même démarrer par vous montrer à quel point vous avez besoin d'un changement de logiciel, d'une forme de révolution culturelle. Là, vous avez sous les yeux ici les ventes de vin tranquille l'année dernière en grande distrib. Un peu moins d'1 870 000. En 2015, pour vous donner de la perspective et du temps et de la robustesse à la démonstration, il ne faut pas regarder qu'un mois ou qu'une récolte, encore plus dans le vin qu'ailleurs évidemment, on était à un peu plus d'1 million. Vous voyez qu'il y a une forme de tendancielle de déconsommation. Je ne vous apprends rien, je lui mets des chiffres. Ça, c'était les volumes. Alors pendant longtemps, ça ne vous inquiétez pas, parce que c'était compensé par les chiffres d'affaires. Et vous voyez que quand vous le regardez dans le temps, là on parle bien toujours de vente de vin, hein, la barre en bas elle est mangée, hop, bon c'est pas très grave, mais vous devinez à peu près on arrive à 2022 et qu'on est ici à 2015 ou 2016. Bon, on était aux alentours de 4 milliards, ça progressait parce qu'il y avait ce que vous appeliez la valorisation. La valorisation, c'est un poison. Non pas dans l'instant, parce que ça dope vos chiffres d'affaires et vos comptes d'exploitation. C'est un poison à long terme, parce que ça masque la déconsommation. Parce que ce qui vous fait travailler, ce qui vous fait vivre, ce n'est pas les euros qui rentrent. Bien sûr, les euros sont importants, je ne vais pas vous dire l'inverse. Mais c'est combien de volume vous vendez. Parce que les volumes, ce sont les actes de consommation, les occasions de consommation. Et donc, pendant longtemps, on a vu dans cette filière, c'est pas très grave, on consomme moins mais mieux. Oui, mais à un moment donné, on va consommer tellement de moins en moins qu'on ne consommera plus. Donc, il faut entendre que cette idée du moins mais mieux, c'est un poison intellectuel. Alors, c'est un confort d'exploitation, je vous l'accorde, hein, j'ai pas de problème sur ça. Mais c'est un poison intellectuel parce que ça a retardé des décisions qui auraient dû être prises. Le vin, il est en voie de marginalisation dans la consommation par rapport à d'autres alcools. Parce qu'en réalité, on n'a pas arrêté de boire des boissons agréables, conviviales, festives, vous l'appelez comme vous voulez, chacun a ses qualificatifs, d'ailleurs qui peuvent changer en fonction des moments. Il y a un peu plus de 10 ans, vous avez la répartition de la consommation de boissons alcoolisées vendues en grande distrib entre le vin qui pesait à ce moment-là 42% et la bière qui pesait 32%. Ça, c'était il y a un peu plus de 10 ans. Aujourd'hui, regardez le rapport, il s'est inversé. Ça veut dire que finalement, on n'a pas décidé de consommer moins d'alcool, on a décidé de consommer d'autres alcools. Probablement, parce que le conso a toujours raison, surtout quand ça se reproduit dans le temps long, probablement parce qu'il y trouve plus d'intérêt qu'à d'autres produits. Encore une fois, le marché est votre censeur. Donc, commencez par regarder ce que dit le marché, et après on va se demander comment, dans ce contexte-là, certains s'en sortent mieux. Parce qu'il y a, malgré tout ce que je vous ai raconté, il y a 3 tendances
qui sont positives, majeures et surtout riches d'enseignements. Je ne vais pas faire l'apologie de ces 3 illustrations que vous avez là. Je vais juste vous aider à comprendre pourquoi elles marchent. Parce que c'est ça qui m'intéresse. C'est le pourquoi. Alors on va commencer par le sujet de la couleur. Et toujours pareil, vous allez voir dans le temps long, qui est ce qui donne du sens à la démonstration. Vous avez l'évolution des ventes de rouge. En 7 ans, en gros, on a perdu quasiment 10 points. Vous avez l'évolution des ventes de blanc. On a gagné à peu près 4 points. Et puis vous avez l'évolution des ventes de rosé, qui aujourd'hui sont pas loin de challenger. Évidemment, je parle en volume, donc en occasion de consommation, mais vous avez bien compris que c'est ça qui m'intéresse. Les occasions de consommation, le rosé qui est pas loin de challenger le rouge. Pour ceux qui ont un peu de bouteille, sans mauvais jeu de mots, ou des cheveux blancs, ou plus de cheveux du tout, bref, qui ont un peu d'expérience, si on vous avait dit, il y a 20 ans, que peut-être que le rosé dépasserait le rouge d'ici à 2030, c'est sûr que ça le dépasse. Hein. Au rythme actuel, ce n'est pas 2030 l'échéance, c'est avant. Hein. Si on vous avait dit ça il y a 15 ans, Denis, je ne suis pas sûr que tu aurais joué. Voilà. Et pourtant, vous voyez qu'on y est. Pourquoi? Alors, vous ne le voyez pas, je vais vous le lire, puisqu'il y a ton ordi, tu vois, il phagocyte. Hein. Bon. Pourquoi le rosé? Alors que c'est quand même le message le plus important, mais j'avais qu'à pas le mettre en bas non plus. Voilà. Bon. Pourquoi le rosé? Parce que c'est un usage vachement facile à comprendre. Le rosé, c'est une occasion de consommation, c'est un moment, c'est pas une promesse particulière sur il est côté nord, il est côté sud, il a pris le vent comme ça, il a pris le truc pas. Non, non, c'est putain, qu'est-ce que c'est bon. Et puis on était bien avec les potes, hein, samedi soir, voilà. Voilà. C'est un moment de consommation, c'est un usage. Et à la limite, le produit passe au second plan. C'est triste de le présenter comme ça. Quand vous êtes imbibé de votre culture viticole, le vin, la culture, le terroir, le machin, le coteau, le truc. Ouais, non, je suis désolé, mais le succès du rosé, ça illustre ça. La compréhension de l'usage par le moment de consommation. C'est quand même un truc qui doit vous faire réfléchir. Il n'y a aucune raison, très facile, rationnelle à argumenter au-delà de ça. Le rosé, c'est ça, c'est la compréhension d'un usage. Le deuxième sujet qu'il faut avoir en tête, c'est l'évolution de la part de marché des vins IG, et notamment au sein de ça, des cépages. Vous avez là aussi sur du temps long, 12 ans, l'évolution de leur part de marché qui est passée de 12 à 22. Alors ce n'est pas spécifiquement ces 3 cépages-là, bien évidemment, vous l'avez compris, c'est l'ensemble des IG cépages. Manifestement, il se passe un truc sur ces produits-là, surtout quand vous le comparez aux autres. Dans le même temps, les IGP standards sont... J'ai arrondi les chiffres, évidemment, parce que ce n'est pas la virgule qui m'intéresse, là. On n'est pas à parler des virgules, on est à parler des tendances. Les IG classiques sont restés stables, et les AOP, évidemment, parce qu'il faut bien qu'il y en ait qui baissent si d'autres progressent, ont régressé et fortement régressé. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que là, on comprend le produit. C'est beaucoup plus facile à comprendre un cépage qu'une appellation que personne connaît. Et Dieu sait que dans votre métier, il y a des appellations que vous-même, vous ne connaissez pas. Alors celles qui sont autour de vous, vous les connaissez, enfin j'espère, mais sur les appellations qu'il y a dans la France viticole, je suis certain que vous êtes une majorité ici, et je me mets dedans, dans cette majorité des cons, on va l'appeler comme ça, ou des ignares, il y a une majorité d'entre vous ici qui ne les connaît pas toutes. Donc un produit qui n'est pas connu, quel intérêt a-t-il sur un marché où il y a par ailleurs pléthore de produits? Aucun. Les cépages, c'est très facile de comprendre la clé d'entrée. Le plus couillon des couillons est capable de vous dire, non pas de les reconnaître, mais de vous dire entre un chardonnay et un sauvignon, admettons, que ce n'est pas le même vin. Alors après, il est probablement pas capable de vous dire lequel est lequel, mais on s'en fout. Le principal, c'est que sur les deux, il soit capable de dire « Ah mais celui-là, je l'aime bien » ou « Je l'aime plus que celui-là ». Ah oui, mais le jour où vous allez faire des nuances, « Non mais là, je t'ai fait un truc, écoute, j'ai mis un peu de Sauvignon, un peu de Chardonnay, un peu de Gros Mansin, un peu de... Tu vas voir... Ah oui, mais là, je suis perdu là. » Voilà. Et il n'y a que celui qui a fait le vin qui en comprend l'intérêt par la complexité qu'il a mis dedans. Les cépages, c'est l'antithèse de la complexité. C'est la simplicité. Votre logiciel,
il est fait de complexité. Pour vous, qui êtes des professionnels, un bon vin, c'est un vin complexe. D'ailleurs, c'est souvent dans les dégustations là où on se regarde les uns les autres pour savoir qui va avoir l'air le plus intelligent. En réalité, chacun a l'air très con parce que personne d'autre que ceux qui sont autour de la table ne comprend ce qui se disent, alors que vous êtes encore une fois face à un censeur qui s'appelle le marché. Ben, la complexité, c'est l'antithèse du chemin que vous devez prendre. Parce que sinon, vous dirigez pour quelques experts, et il y en a probablement, qui ont les moyens d'acheter des vins OK comme il faut, très bien, mais qui ne vont pas en boire tous les jours. Voilà, et c'est bien ça votre problème, les occasions de consommation. Le succès des vins IG cépage, c'est l'éloge de la simplicité. C'est facile à comprendre, j'aime, j'aime pas, c'est bon, c'est pas bon. Alors tout le monde ne pensera pas pareil, mais c'est ça qui est bien. Mais tout le monde pourra penser. Alors que quand vous êtes sur vos trucs à la con que personne ne connaît, c'est tellement compliqué qu'on ne peut même pas penser. Parce que, oh là là, oh, et regardez autour de vous, combien de gens vont se retourner vers vous parce qu'ils savent que vous êtes dans le vin en vous demandant « Et celui-là, il est bon ?» Mais depuis quand quelqu'un d'autre que vous est capable de savoir si c'est bon? Est-ce que je te demande si ma veste est belle? Mais je m'en tamponne de ton avis. Non mais franchement... Mais non, et comme de votre avis à vous, et vice-versa. La question, c'est, est-ce que moi, je l'aime? Parce que sinon, je ne vais pas l'acheter. Non, mais parce qu'on revient toujours sur ces considérations marchandes. Là, je ne suis pas en train de faire un défilé. Le jour où je l'ai acheté, c'est parce que je l'aimais. Voilà. Alors après, on peut discuter. Ça, je vous l'accorde. Ça. Rassurez-vous. Je force personne non plus. Voilà. Mais le plus important... c'est pas que vous disiez à votre copain, machin, si, celui-là, tu vas voir, il est bon, il faut que tu l'aimes presque. Ah oui, il faut que tu l'aimes. Bon, voilà. Deuxième marché qui progresse, les cépages. Troisième marché, troisième segment, si vous préférez, le bagging box. Alors regardez sur la tendance. 2010-2022, toujours pareil, le temps long. On est passé de 18 à 42% des volumes. Encore une fois, c'est des volumes. Hein. Évidemment, en chiffre d'affaires, c'est un peu plus bas. Oui, mais ça n'empêche que. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que tout le théâtre, là, autour du vin, il y a une grosse partie des consommateurs qui n'ont rien à battre de votre théâtre. Hein. Ben non, c'est quand même ce que ça dit, parce que faire du théâtre avec un bagging box, excusez-moi, mais c'est quand même pas le bruit du bouchon que vous avez calé, là, comme ça. Là, vous l'avez pas. Hein. Et pourtant, c'est ça qui marche. Vous voyez à quel point les consommateurs, les censeurs, parce que c'est le marché, sont loin de ce que vous pouvez peut-être encore penser pour certains. Donc ça dit quoi? Ça dit que là aussi, je comprends l'usage. Parce qu'une fois que vous avez trouvé l'intérêt qu'il y avait à pouvoir vous servir une petite dose de temps en temps, et que chacun à son rythme, le vin, il ne se dévalorise pas trop comparé à si la bouteille était restée ouverte, ou avec un truc où il faut pomper, là, sans savoir vraiment si il a bien pompé, pas bien pompé, la pipette, le machin, le truc. Là, voilà. Oui, il y a une compréhension. Je sais quel est le bénéfice de ce produit-là. C'est facile à comprendre. Vous voyez que quand vous avez mis côte à côte les cépages, le rosé et le bagging box, vous avez ni plus ni moins que ce qui fait la consommation pour tous les produits, quels qu'ils soient. Vous avez besoin de comprendre ce qu'on vous propose et vous avez besoin de comprendre quel est le bénéfice qu'il y a, qu'est-ce que ça représente en termes d'usage, en quoi c'est ou pas pour vous. Mais quand vous avez compris ça, vous êtes allé dans la bonne direction. Parce qu'en ce sens, oui, le vin est un marché comme un autre. Et voyez que dans ce paysage qui est peut-être en apparence un peu prégnant, inquiétant, anxiogène, et vous l'avez dit, des difficultés commerciales qu'il y a, il y en a qui n'ont pas de difficultés commerciales, manifestement. Donc, alors évidemment, je mets de côté les années pris individuellement quand vous avez de la cam ou quand vous n'en avez pas, parce qu'évidemment, ça peut changer beaucoup. C'est pour ça que ces démonstrations-là, il faut les faire sur le temps long. Et reconnaissez-moi au moins le crédit de l'avoir fait sur une échelle de temps qui gomme totalement des aspects de récolte, de millésime, de vendange, de gel, de tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui est incontestable, c'est que vous êtes un produit comme un autre. Donc, un yaourt, une bouteille de vin ou une côte de bœuf, et j'aurais pu mettre une boîte de petits pois si j'avais été méchant, parce que ça vous aimez pas ça quand vous qualifiez de marchand de petits pois, mais vous l'êtes comme les autres, eh bien c'est la même chose. Alors quand vous regardez le marché avec ce background en tête, vous avez des choses qui vous envoient des signaux positifs.
et d'autres négatifs. Et on va regarder les deux. Les signaux positifs, c'est par exemple le fait que vous avez des magasins qui font objectivement aujourd'hui des efforts. C'est-à-dire que vous avez face à vous des marchands de vin qui ont décidé de faire du vin une aspérité de leur magasin. Pourquoi ? Parce que le vin, comme les fruits et légumes, ou plus généralement les produits frais traditionnels, ou comme la parfumerie et la beauté, sont des rayons sur lesquels l'expérience d'achat peut faire sens. Ça veut dire que le vin, il ne va pas basculer de sitôt en drive. L'eau, les couches-culottes, le lait maternisé, les conserves de légumes, oui, ça bascule beaucoup plus vite que ça en drive. Parce que le besoin d'expérience d'achat n'est pas très élevé. Est-ce que quand vous êtes dans un rayon conserve, vous prenez votre pied ? Bon, peut-être, on a tous des travers, ça et là, il y a toujours un tordu. Hein. Voilà, moi aussi, je vous rassure, mais bon, mon truc, c'est pas le rayon conserve. Voilà. Donc, en général, c'est pas le rayon dans lequel vous voulez absolument être. Alors que, encore une fois, le vin, les produits frais traditionnels et la parfumerie beauté, c'est des rayons dans lesquels l'expérience d'achat peut avoir une valeur. Donc du coup, les enseignes y vont, et regardez, elles font des trucs plutôt sympas. Je vous ai mis quelques magasins de l'année dernière qu'on avait présentés aux ateliers du vin la semaine dernière. Quand vous voyez des magasins qui sont capables d'acheter 400 codes, en plus des 1000 qu'ils ont dans le cadencier en direct, c'est que le mec, il est investi dans son marché et qu'il y croit. Donc oui, vous avez encore face à vous, et c'est plutôt bien, des tas de gens qui croient encore au vin. Leclerc, pour le coup, avec tous les défauts qu'on peut lui trouver par ailleurs, peut-être, pour ceux qui contractualisent avec lui, ce n'est pas ceux qui y croient le moins. Les indépendants, plus généralement, vous voyez, là, je suis à la Teste de Bûche, lui, il a décidé, alors ça ne ressemble à aucune autre cave, c'est une autre identité, mais moi, ce qui m'intéresse dans ces exemples-là, c'est de vous montrer, il y a des magasins, il y a des distributeurs qui ont décidé de prendre le vin comme un produit à part. Voilà. En termes de merchandising, de mise en situation, parce qu'au moment de l'achat, eh bien, ils considèrent qu'il faut cette espèce d'écrin. Je peux vous amener à Bordeaux, voir l'un des Carrefour Market qui a ouvert l'année dernière, alors un magasin totalement atypique pour ceux qui le connaissent peut-être, c'est en rond total, donc vous imaginez, un magasin en rond, c'est pas facile. Voilà, au sous-sol, c'est pas un grand magasin, il fait que 2000 m², mais même dans un petit magasin de 2000 m², le mec, il a décidé de faire un écrin pour le vin, c'est-à-dire en gros, oui, je vais tenter d'en faire quelque chose qui donne une valeur particulière à l'expérience d'achat. Je pourrais vous montrer ça. Alors ça, c'est pas un magasin récent, mais là, on est littéralement, si vous regardez bien, dans une cathédrale. Là, on est dans un Leclerc, à Moulins, dans l'Allier. Quand vous arrivez, que vous voyez ça, vous dites « Waouh ! Ah ouais, quand même !» Donc, vous avez, et ça, c'est l'un des messages qu'il faut quand même entendre, vous avez, du côté du marché, des gens qui y croient encore. En tous les cas, suffisamment pour investir ce qu'ils font, parce que vous imaginez quand même que ce genre de rayon, ça coûte un brin plus cher que de mettre 3 planches et 2 tréteaux et des produits dessus. Voilà, donc c'est que malgré tout, ils y croient, parce que ce n'est pas des philanthropes. Hein. S'ils le font, ce n'est pas juste pour s'amuser. Puis vous avez le mauvais côté. Le mauvais côté, c'est que le vin est une victime des arbitrages de la consommation. Je vous l'ai dit pour démarrer, vous n'êtes pas un produit indispensable. Aujourd'hui, par exemple, vous, on ne parle pas de votre marché du vin, mais vous, comme tous les consommateurs, vous êtes dans une phase très attentiste sur tous les produits non alimentaires. Vous avez quasiment arrêté de consommer du non alimentaire. On repousse les décisions d'achat. Pourquoi ? Parce que soit on a des problèmes de thunes, soit on est inquiet pour l'avenir. Et dans tous les cas, tout ce qui ne nous paraît pas essentiel, Maison du Monde par exemple, c'est la cata pour eux. Parce que Maison du Monde, tout ce qu'ils vendent, ça peut attendre. Voilà. Carrefour, tout ce qu'ils vendent, ça ne peut pas attendre. En tous les cas, pas les pâtelleries et le pain. Voilà. Le vin, malheureusement, il est de ce côté-là. Donc, vous êtes une possible victime des arbitrages de la conso. Ce qui veut dire que vous avez besoin de nous faire encore plus mal pour, malgré tout, être dans la tête des consommateurs. Il y a encore 21 ou 22 millions de Français qui, l'année dernière, c'est la source Nielsen, ont acheté du vin en grande distrib. La bonne nouvelle, là aussi, à chaque fois, vous allez voir, il y a du pour et du contre. C'est intéressant de le décoder ainsi. C'est que ça n'a pas bougé par rapport à 2019. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moins de consommateurs qui achètent du vin en grande distrib. La base de consommateurs est restée la même. Par contre, les quantités achetées baissent. Ça veut dire que... Non, mais encore une fois, voyez à chaque fois les deux faces de la même pièce. Vous pourriez avoir une baisse du nombre de consommateurs. Alors, vous l'aurez si vous ne faites rien, bien évidemment. Là, vous ne l'avez pas, ou c'est epsilonesque. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà des gens qui sont convaincus par votre produit. Vous avez besoin de réfléchir aux facteurs de succès.
La couleur en est un, la compréhension de l'usage en est un autre, le cépage en est un, le bénéfice produit que donne par exemple le bagging box. Je ne suis pas en train de vous dire, vous allez tous faire des bagging box rosés de Cinsault. Non, je n'ai pas dit ça non plus, les gars. Hein, c'est juste pour vous faire toucher du doigt. Non, et puis si vous faites tous pareil, on n'en pourra plus du Cinsault. Hein, bon, voilà. Bon, d'un autre côté, ça ne coûtera pas cher. Hein, c'est quand même une bonne nouvelle. Mais vous avez quand même une baisse de la consommation sur une base de clients qui, elle, n'a pas bougé. Plus inquiétant et qui doit vous faire toucher du doigt ce besoin encore plus évident d'être dans votre temps. Vous avez sous les yeux, et je vais vous le lire, parce que là, encore une fois, alors là, c'est moi qui me suis trompé, c'est pas 2019, c'est pas 2029, c'est 2019, pardon. Vous avez l'évolution de la consommation par tranche d'âge. Et en gros, là, on parle bien de volume et d'occasion de consommation, vous voyez que plus on est vieux, plus on picole. En tous les cas, du pinard. Voilà. Non, mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Vous avez déjà des gens qui... Voilà. Le problème, c'est qu'ils seront de moins en moins nombreux par ici. Mais ils seront de plus en plus nombreux par là. Sauf que l'histoire de la conso nous montre aussi qu'on amène nos habitudes de consommation au fil du temps. Parce que vous pourriez dire, mais attends, mais c'est une super bonne nouvelle. Il y aura de plus en plus de vieux. Ben oui, on est en train de battre chaque année le nombre de centenaires. Donc, voilà. Si, mais si, le nombre de vieux ne cesse de progresser. Et si, non, mais ça, c'est très important. Le nombre de vieux ne cesse de progresser. Sauf que les nouveaux vieux qui arrivent, je me mets dedans parce que j'ai plus de 50 ans, hein, je vous mets à l'aise, hein, ne voyez pas de condescendance ou de cynisme. Et a priori, on est nombreux. Bah oui, ça serait, pour avoir les responsabilités que vous avez, il faut quand même un peu de... Hein, voilà. Bon. C'est ceux qui ont 25 ans, ils doivent se dire, il nous prend pour des puceaux. Oui, non, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais là, le nombre progresse, sauf que ceux qui arrivent dans cette tranche-là, ils arrivent en étant ça avant et ils amènent leurs occasions de consommation. Quand vous regardez maintenant la consommation par tranche d'âge, vous avez ici, pardonnez-moi encore, les moins de 35 ans et vous montez jusqu'au plus de 65 ans. Vous voyez la dichotomie incroyable qu'il y a. Donc ça doit vous faire toucher du doigt, encore une fois, le besoin qu'il y a de remise en cause pour raccrocher ceux qui sont là avec les quelques règles dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est que si on ne connaît pas le produit, on ne va pas rentrer dans votre produit. Voilà. Il n'y a que les vieux qui éventuellement se font encore avoir par l'idée qu'une AOP est nécessairement meilleure qu'une IG. Pour faire simple, je n'ai pas dit qu'elle l'était jamais, j'ai dit qu'elle n'est pas nécessairement, parce que c'est quand même un peu ça la vraie vie. Donc, retenez l'idée, à ce stade-là, que l'heure est grave. Et que, alors je vous le présente de manière un peu abrupte, parce qu'encore une fois, tu l'as dit Denis, je vais droit au but. Mais parce qu'il faut vous faire réfléchir là-dessus, tout en vous disant qu'il y a des choses qui marchent et en vous décodant pourquoi. Alors, pour vous faire partager quelques pistes, je les ai résumées en des inspirations que l'on a déjà partagées dans le passé, notamment dans le cadre des ateliers du vin, que l'on nourrit chaque année avec des nuances particulières, et qui sont évidemment totalement rupturistes. Ça veut dire que je ne vous dis pas, il n'y a qu'à faire ça demain, voilà. Mais malgré tout, vous allez voir, derrière des idées qui sont radicales, il y a parfois des directions malgré tout à comprendre. Je pars de 4 freins qui existent. Parce que quand on part du problème, on a plus de chances de trouver une solution. Il y a 4 freins à l'achat. L'offre en rayon qui est pléthorique. Quand vous n'y connaissez rien, c'est fascinant. En plus, le problème, c'est qu'elle est élitiste. Parce qu'on vous explique que si tu ne connais rien au vin, bon, ça va être plus dur pour toi. C'est côté inclusion, le vin n'est pas le produit le plus inclusif qui existe. Hein. La bière, elle est très inclusive, vous allez voir après. Oui, mais c'est très important, cette nuance. L'offre, du coup, en devient totalement impénétrable. Et puis, au final, ça fait que je suis là face à 250 vins qui ont la même appellation ou le même usage. Lequel je prends? Une poule face à un couteau. Alors moi, ça va à peu près, mais imaginez Madame Dauvert. Totalement perdue, la pauvre. Et donc, en plus, elle a peur de faire des conneries. Donc, ces 4 freins, ils imposent 4 types d'actions que j'ai mis autour de verbes. Réduire, je vais vous les expliquer après, mais pour que vous compreniez la façon dont on a réfléchi. Ce n'est pas comme ça lancer une pièce en l'air et voir du quel côté elle tombe. Réduire, désacraliser, expliquer, enrichir. Enrichir l'expérience d'achat, expliquer pour que ce soit moins impénétrable, désacraliser pour que tout le monde se dise, il ne faut pas être bac plus 18 en euno pour acheter une bouteille de vin à plus de 20 balles. Non, mais parce qu'il y en a certains qui considèrent qu'ils ne peuvent pas acheter une bouteille à plus de 20 balles parce qu'ils n'y connaissent rien. Mais la question, ce n'est pas est-ce qu'on y connaît, c'est est-ce que c'est bon, oui ou merde. Mais non, mais quand de temps en temps, vous, dans votre conso, même pour des fringues,
vous achetez des trucs tout venant pour tous les jours, et puis le jour où vous avez une soirée, qu'est-ce que vous faites? Vous achetez un truc bien au-dessus. Ben, c'est ça qui fait le marché aussi. Et si vous vous interdisez d'y aller en disant « Ouh là là, mais moi j'y connais rien en tissu, j'y connais rien en couture », ah ben ouais, mais ils ne vont pas les vendre. Donc il faut surtout que vous ne soyez pas excluant. Première inspiration, diviser par 2 le nombre de références en rayon. Voilà. Je pense que dans cet exemple-là, la moitié du rayon suffirait. Et encore, je suis large. Alors évidemment, quand on le présente comme ça, ça pique. On se dit, oui, mais alors comment on fait? Non, mais c'est déjà accepter l'idée, accepter la direction. Est-ce que vous pensez qu'on a besoin d'autant de produits différents dans un seul et même rayon? La réponse, je vous la donne, c'est non. Et je vous mets mon billet sur la table, que moins de produits dans un rayon comme ça, c'est plus de volume qui sortent. Demandez-vous pourquoi vous êtes là. Est-ce que vous êtes là pour défendre une étiquette parce que c'est l'héritage de vos aïeux depuis 18 générations et donc vous voulez qu'elle vous survive? Ou est-ce que vous êtes là pour que vos hectares de vignes aient une valeur économique parce que ce que vous y produisez est vendu à un prix tel qui vous permet de recommencer? Alors moi j'ai mon idée, mais après si vous préférez garder votre étiquette parce que c'est une transmission depuis les chevaliers de je ne sais pas où, ben ok, mais ne venez pas vous plaindre après que l'étiquette, elle n'est plus que chez vous. Deuxième inspiration, étiquette, parlons-en, sortir de ce que j'appelle, alors c'est très réducteur, hein, l'étiquette à la française. L'étiquette, elle est française, elle est sympa. C'est le blason, c'est la typographie, c'est le château, c'est les superlatifs de chez Superlatif. C'est évidemment, et puis alors, pour le coup, s'il y a bien une cave coop pour laquelle j'ai de l'affection, y compris personnelle, c'est bien Tutiac. Donc, mais attention, à Tutiac, même un vin de base, c'est l'excellence de Tutiac. Ah ben oui. Ah ben non, mais parce qu'à Tutiac, tout est excellent. Mais, ok, il se trouve qu'à Tutiac, c'est vrai. C'est pas pareil. Voilà. Bon, mais plus sérieusement, est-ce que vous pensez que ça, c'est de nature à faire venir à vous eux? Eux, vous savez ce qu'ils ont dans la main? Enfin, si vous me permettez. Ils ont ça. Et quand ils n'ont pas la quéquette, ils ont la levrette. Si, parce qu'elle existe, évidemment. Hein. Voilà, et je peux vous en passer, mais là, je suis allé grivois, juste pour vous raccrocher à cette idée-là. Mais c'est pas que du cul. Non, non. Mais non, mais ils ont compris que... entre deux bières, c'est quoi la différence? Elle est bonne, elle n'est pas bonne. Point. Et puis, ben, si en plus elle est marrante, ben, ça va plutôt créer de l'adhésion, de l'envie que l'inverse. Alors, je ne suis pas non plus en train de vous dire, ça c'est une bonne idée, faites-moi une... Voilà, non. Entendez cette idée-là, que le conso, il a besoin de rentrer dans le produit. Et que la manière dont vous lui présentez est une façon de rentrer dans le produit. Et qu'il ne s'agit pas de dire, ok, on enlève tous les châteaux, toutes les grilles, toutes les dorures. Non, non, c'est pas ça. Mais au moins comprendre l'idée que ce chemin-là, d'une manière ou d'une autre, il va falloir le suivre. Alors, il ne faut pas le suivre avec trop d'anticipation. Je me rappelle très bien, tu as rappelé, Denis, que j'avais créé Rayon Boisson, c'était en 93, donc vous imaginez que s'il y a 30 ans, j'étais pas bien vieux, mais je me rappelle d'avoir vu tout de suite Scali faire des trucs un peu folding. D'ailleurs, pas très loin d'ici. Bon, bah, c'était évidemment trop tôt. Et bah, il l'a rangé dans sa culotte parce que bah, ça n'a pas marché. Bon, mais il y a un temps pour ces évolutions-là. Et probablement qu'aujourd'hui, ce temps est arrivé. Le succès de la bière, il le démontre. Donc, vous avez besoin de rapprocher le vin de vos consommateurs. C'est aussi bête que ça. Et l'étiquette, c'est quoi? C'est la vitrine. C'est la façade. C'est ce qui dit de ce qu'il y a dedans. Ma veste est un trait de ma personnalité. Pour ceux qui me connaissent un peu, vous avez bien compris que ça se superpose plutôt pas mal. Mais l'étiquette aussi. Et donc, comme vos étiquettes, qu'est-ce qu'elles disent? Ouh là là, c'est du sérieux ce vin, hein. Oh oui, mais moi je suis pas... je vais pas être au niveau pour vous. Mais, ouais, mais c'est ça que vous dites avec vos trucs à la con, là, et vos dorures, et vos excellences, et vos machins. Non, mais sérieux. Je ne sais pas si tout doit ressembler à ça, mais je sais juste que quand vous regardez le nombre de cols pour toutes ces grandes marques à la ligne, voilà, et qu'accessoirement, chaque fois que vous faites monter le nombre de cols à la ligne, qu'est-ce que vous faites monter? Votre productivité, votre rentabilité, votre capacité à vendre moins cher pour vendre plus éventuellement. Bref, vous êtes plutôt dans une logique économique.
ils n'ont pas le monopole. Il y en a. Et puis là, pour le coup, moi, je suis rien pour vous dire il faut aller vers ce style ou vers celui-là. Je vous dis juste qu'il va falloir que vous changiez de style. Ce qui est déjà pas mal. Parce qu'il va falloir que pour une part, vous changiez de style. Troisième inspiration, acter l'idée que l'appellation, tout le monde s'en branle. Et que la marque, c'est la clé d'entrée. Parce que c'est plus facile de mémoriser une marque qu'une appellation. C'est quoi le pays de la côte de Tongue, là, où je ne sais pas trop quoi, là, vous voyez, même moi, je ne suis pas trop sûr de moi. Et je devrais l'être. Mais vous imaginez ma femme. Ma femme. J'ai pris un petit vin des côtes de Tongue. Non, mais jamais elle va les... Déjà, elle n'imagine pas que ça existe. Voilà. Donc, la marque est plus importante que l'appellation, parce que c'est ça la clé d'entrée des consommateurs. L'exemple, encore une fois, c'est Tutiac. Moi, j'ai adoré... J'ai donné quelques idées à ce moment-là, ou en tous les cas, contribuer à alimenter cette réflexion parce que je la partage. On s'en fout que ça soit un Blay Côte de Bordeaux ou un Bordeaux. Là, il n'y a que les experts qui voient la différence. Hein. C'est Tutiac. Et Tutiac, c'est bon. Ou c'est pas bon. Chacun a le droit de dire. Ça le vaut ou ça le vaut pas. Mais voyez que la marque devient la clé d'entrée. Alors après, vous êtes un univers qui est très réglementé, il faut respecter tout. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'ils font dehors la loi, là? Rien. Donc il n'y a rien dehors la loi, là. Mais c'est intéressant, parce qu'ils ont acté l'idée que la marque était plus importante que l'appellation, même pour du Bordeaux. Vous imaginez? C'est audacieux, hein? Parce que là, on parle de Bordeaux, je ne vous parle pas du pays de la côte de Tongue, ou de la... Je ne sais plus dans quel sens il faut le mettre, d'ailleurs. Et puis enfin, il en reste 2, pardon. Inspiration numéro 4, supprimer le millésime en dessous de 5 € la bouteille. Le millésime, c'est un emmerdement sans nom. À tous les niveaux. Au niveau industriel, au niveau production, mais aussi au niveau de la compréhension. Vous allez m'expliquer qu'il y a des vins qui valent 3 ou 4 € dans lesquels il faut, alors que je comprenne, 1, la marque s'il y en a une, 2, l'appellation, 3, le mode d'élevage ou je ne sais pas quoi, 4, le millésime, parce que c'est différent de l'année dernière. Non, mais à 3 ou 4 €, j'en ai rien à carrer de la différence avec l'année dernière. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? C'est aussi bête que ça. Et si ça vous permet, par la simplicité que ça donne, la facilité que ça donne, d'avoir des produits qui soient plus simples, ben ça tombe bien. Le consommateur, quand on lui demande, ses critères d'achat du vin, le millésime, il est là. C'est le dernier des critères. Il s'en tamponne. Alors évidemment, le mec, moi, il se trouve que je suis fan de Sauternes à titre perso. Ceux qui étaient aux ateliers la semaine dernière peuvent en témoigner. Effectivement, si vous me demandez si je préfère un Sauternes 2007 à un Sauternes 2002, je ne vais pas hésiter longtemps. Oui, mais le problème, c'est que moi, je ne suis rien sur le marché. Rien. Parce que ce n'est pas une fois de temps en temps que ça fait du marché. Puis en plus, sur le Sauternes, c'est vrai que ça fait une fois encore moins de temps en temps. Donc c'est sur la consommation habituelle, sur la consommation ordinaire. Sur la consommation de ceux qui consomment aujourd'hui de l'alcool, dont vous avez vu qu'ils n'ont pas arrêté de consommer de l'alcool, c'est juste qu'ils en prennent un autre. Donc vous êtes obligés de les entendre. Donc les emmerdements que ça représente, c'est des contraintes en amont, c'est moins de souplesse de production, ça vous permettrait de lisser les prix, ça faciliterait la logistique, y compris avec les distributeurs. Vous imaginez comme les distributeurs sont contents quand vous avez ce que vous appelez, vous, un changement de millésime. Putain, les mecs, ils entendent le mot changement de millésime, ils n'ont qu'une envie, c'est se barrer. Ben oui, c'est des emmerdements, un changement de millésime. Il y a des produits qui ne nécessitent pas de millésime, il faudrait l'acter. Et puis enfin, au stade de la consommation, au sens de la décision d'achat, au stade du rayon, réinventer les clés d'entrée du rayon. Je vous ai montré pour démarrer un rayon là où il y avait une allée comme ça de 253 mètres de long et en face la même aussi de 253 mètres de long, ça ne peut pas durer. Donc les murs de vin, c'est très excluant. Regardez ce mur de vin, alors vous, peut-être que ça vous fait pas mal. Mais ma femme, vous imaginez pas. Ma femme, c'est une gourde, enfin, je veux dire, façon de parler sur ça. Non, mais elle est là. Non, je l'aime beaucoup, je vous rassure. C'est juste pour que vous compreniez ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'on va acheter? Quoi? C'est quoi la clé d'entrée? Comment je comprends l'offre? Alors que là, je suis en Angleterre, eh ben là, on a rassemblé tous les vins à moins de 8 livres. Alors effectivement, les spécialistes vont dire, mais attends, mais t'as vu? Ils ont mélangé le... Non, mais si le conso a comme clé d'entrée le prix, eh ben vous parlez sa langue. Et puis, ah ouais, les Anglais, ils ont mauvais goût. Ok, très bien. Mais moi, des mecs qui ont mauvais goût, mais qui achètent mon vin, ça me va quand même. Hein. Parce que c'est ça qui me fait vivre. Hein.
vous ne vivrez qu'avec des gens qui consomment ce que vous produisez, et non pas avec 3 guides qui ont dit que votre produit était super. Parce que ça ne suffit pas. C'est bien parce qu'il y a des consommateurs. Ben, si c'est une bonne façon de faire, pourquoi pas? C'est valable pour les Blancs. Vous voyez, ben là, les Blancs, ils ont mis tous les Blancs à moins de 5 euros. Alors, je ne vous dis pas on va faire ça demain. La France et l'Angleterre ne sont pas pareils. Je vous dis juste, de tous les exemples que je vous ai montrés, il faut les prendre non pas pour des choses à copier, mais pour des points de départ sur lesquels travailler par analogie. Et qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour nous? Les Américains, il suffit de se balader un peu, ne présentent pas du tout le vin comme nous. Là, vous voyez, ils ont mis tous les vins qui avaient eu 90 points ou plus. Parce que les Américains sont des buveurs d'étiquettes au sens de ce que les guides ont dit. Bon, écoutez, on va vous mettre tous ceux qui ont eu plus de 90, ça va vous faciliter la tâche. Effectivement, ils valent un peu plus cher que les autres. Oui, mais au moins c'est clair. Vous voyez le truc? Et puis vous avez aussi des façons totalement rupturistes. Là, je suis dans une cave que j'adore, qui est à New York, que certains connaissent peut-être parce que je la montre assez régulièrement, où tout est organisé par type de produit qui va être consommé avec. Donc là, vous avez, c'est des meubles, vous les voyez, je vous les remontre comme ça, vous voyez, c'est des meubles 4 côtés, où à chaque fois, il y a une thématique, et en dessous, le mec, il met n'importe quoi. En tous les cas, ceux qui considèrent comme étant pas n'importe quoi, au sens, il met n'importe quoi, mais ça peut venir de n'importe où. C'est ça l'idée. Et donc, en gros, c'est tout ce qui va avec des produits de la mer, et puis ça peut tout ce qui va avec des trucs qu'on emporte au restaurant, avec de la volaille, avec de la viande, avec du machin. Et puis après, vous avez même des thématiques décalées. Tout ce qui va pour une Saint-Valentin. Oui, mais le vin, c'est aussi du fun. Vous n'êtes pas un produit essentiel, vous n'êtes pas un produit indispensable. Donc, vous avez besoin d'accepter les codes de la consommation. Si, pour vendre du vin, il faut faire le fameux vin de merde, que vous connaissez peut-être, vendu par Auchan tous les ans pour la fête des pères. Bon, ok, c'est pas super flatteur. Ouais, mais si ça fait sortir quelques bouteilles, c'est déjà ça. Je vous dis pas là aussi, allez, on va tous faire du vin de merde. Non, mais on va tous accepter par moment de faire un pas de côté dans notre couloir, parce que de toute façon, et je vous le redis, si vous ne changez pas de couloir, le bout c'est le mur. Donc changez de couloir. Vous avez, pour revenir plus près de nous en France, le fait de systématiquement associer le vin et sa note. La note étant la réassurance d'autres consommateurs comme moi, donc je vais leur faire confiance, qui ont dit, moi je l'ai goûté, ça vaut tant. Quand vous regardez pour un restaurant ou un hôtel pour un week-end à 2 ou je ne sais pas quoi, vous regardez jamais les notes? De plus en plus. Et pourquoi le vin serait à côté de ça? Typiquement sur un produit où on a besoin de se tiens, est-ce qu'il est bien ou pas? Mais non pas l'expert, hein? Non, des gens comme moi. La différence entre la recommandation verticale, c'est le sachant qui dit au couillon, il faut que t'aimes. Et la recommandation horizontale, c'est des gens comme moi qui ont dit, j'ai aimé. Aujourd'hui, ça a beaucoup plus de poids que X centaines de gens disent, j'ai aimé, qu'un mec avec une blouse blanche vous dise, blouse blanche, parce que c'est pour l'imaginaire, vous dites, non, c'est ça, monsieur, qu'il vous faut, bien sûr. On ne croit plus ce qui vient d'en haut. Ça, c'est de la sociologie. Et le vin est exactement pareil. Vous voyez, dans ce magasin-là, il y a en collerette, et il y a aussi sur chaque étiquette. Vous allez aujourd'hui dans n'importe quel magasin boulanger, ou le Roi Merlin, vous avez les avis clients sur toutes les étiquettes électroniques comme ça. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est une pratique d'achat, donc vous devez l'avoir. Et si je devais résumer en une idée, vous devez accepter l'idée que le vin est un produit qui est presque, je l'ai mis entre guillemets pour ne pas vous braquer trop, parce que sinon je voudrais repartir quand même peinard, et c'est un produit qui est presque comme les autres, mais je l'ai mis qu'entre guillemets, qu'entre parenthèses, parce qu'il faut quand même que vous soyez challengé là-dessus. Et donc vous devez accepter les recettes qui sont éprouvées ailleurs. Et manifestement, il y en a, puisque derrière ce qui apparaît comme un marasme, le marasme du vin, vous avez vu quand même qu'il y a des segments qui s'en sortent bien, voire même très bien. Donc ce n'est pas un marasme général. Merci.